150 km de là, dans les Côtes d'Armor. Voici la pointe de l'Arc Ouest. C'est de là que les passagers embarquent pour l'île de Bréhat. Il est 8h15. Le départ de la première navette de la journée est imminent. Stéphane Neumager arrive juste à temps avec Mathilde, sa fille de 3 ans. Comme tous les jours, je prends le bateau, comme beaucoup d'entre nous, pour aller travailler sur Bréhat. Je traverse avec ma fille, je la dépose chez la nounou, je pars travailler. Là, par exemple, on va aller prendre un bigorneau. Hop. Matédou. C'est ce qu'on fait tous les matins. Un petit bigorneau et on le jette à l'eau. Allez hop, en route. Salut, salut. Allez hop. On le jette. Bye bye. Bye bye bigorneau. Ciao ciao. Retourne au fond de l'eau. À cette heure matinale, les passagers sont surtout des habitués. Tous les gens que tu peux voir ici ont travaillé tout simplement. C'est des travailleurs du bâtiment, la coiffeuse, les gens qui travaillent à la mairie, tous les gens qui veulent ou qui ne peuvent pas vivre sur Bréhat et qui vont travailler sur Bréhat. Donc ça fait quand même un peu de monde. Le trajet est rapide, à peine 10 minutes. L'île est à moins de 1 km du continent. Le bateau aborde l'un des plus beaux paysages de Bretagne. L'archipel de Bréhat, avec ses 86 îlots, a été le premier site naturel classé en France. On peut se faire happer par des beaux levers de soleil et des beaux couchers de soleil. C'est difficile de ne pas être sensible au paysage avec des journées pareilles. Juste au-dessus, dans la zone qu'on appelle le Guareva, cachée par les arbres, tu as la verrerie. Et c'est là où on a la chance de travailler. Cela fait 3 ans que Stéphane travaille aux verreries de Bréhat. Il y a 6 mois, il a pris la succession de son père à la tête de l'entreprise familiale. Depuis, il a adapté sa vie professionnelle au rythme de l'île. Dès la sortie du bateau, il faut marcher quelques kilomètres à pied. Les particuliers n'ont pas le droit d'avoir de voiture ou de tracteur. Donc ça reste quand même énormément préservé. D'ailleurs, tu peux entendre le silence. Il n'y a pas un bruit. Je pense qu'avoir une entreprise sur une île, c'est au moins 25% d'efforts physiques supplémentaires. Vraiment. Parce que Bréhat est loin d'être plat. Hein. C'est une île vallonnée. Salut toi. Ça va. Avant d'aller travailler, Stéphane doit d'abord déposer Mathilde. Salut Jeannette. On arrive chez ma nounou, enfin la nounou de Mathilde, pardon. La nounou des enfants de Bréhat. La meilleure nounou du monde. Un bisou. Bonne journée. Amuse-toi bien. Moi, je viens sur Bréhat depuis 25 ans. J'ai commencé à travailler ici. Au fur et à mesure, je me suis un peu plus intégré à la communauté. Et depuis, la communauté, c'est Bréhat. « 350 habitants vivent à l'année à Bréhat. Une communauté restreinte et plutôt concentrée autour du bourg. Il faut encore un quart d'heure de marche à Stéphane pour rejoindre son lieu de travail. Une ancienne citadelle militaire construite en 1863. Longtemps abandonnée, elle a été réhabilitée par son père il y a 20 ans pour y créer les verreries. Il y
y a des gens qui reviennent de temps en temps ici avec une vraie émotion, parce que le bâtiment a quand même été vraiment bien remis en valeur. Et je pense que c'est bien pour le patrimoine de Bréa qu'on soit installé ici. Attention à vous. 6 verriers travaillent dans cet atelier qui a désormais une réputation internationale. Yves Nemager a confié les rênes de l'entreprise à son fils. Aujourd'hui, Stéphane lui montre ses dernières créations. Donc là, on fera le plat sur le bas et il va être coupé de biais. Et celui-ci, ça va être la même chose, le même principe, il va être coupé. Moi, j'étais pas du tout destiné à travailler à la verrerie. J'étais dans la banque, dans les fonds d'investissement. Et j'avais une frustration, un besoin de créativité aussi. Et donc c'est vraiment en allant au four et en voyant le terrain de jeu que pouvaient offrir les verreries que j'ai commencé à m'attacher profondément à ce métier-là et que j'ai souhaité reprendre aussi. Ouais, je vais te montrer la pièce qu'on a faite, les pieds de lampe pour Dubaï. Ouais. Donc c'est plutôt satisfaisant. Hein. La taille est bonne? La taille est bonne. Bah, celle-là, elle a été moulée. Après, ça va être coupé ici. Il y aura le sangle en laiton. Nous, on fait 30% d'export, ce qui est plutôt exemplaire. Maintenant, la plupart de nos ventes et nos productions partent dans le monde entier. Le fait d'être si isolé est aussi un défi logistique. Stéphane doit justement expédier une commande à l'autre bout du monde. Caroline. Ce vase part à Hong Kong. Un designer l'attend pour décorer un nouveau restaurant. À Hong Kong, oui. Ok. Ça va, ça va. Ça part cet après-midi. Voilà. Il y a une vraie urgence. Là, il se trouve que le restaurant ouvre dans 4 jours et c'est un peu le chronomètre. Là. Il faut absolument que ça parte aujourd'hui et pour qu'on soit sûr qu'il arrive avant l'ouverture. Le deuxième métier du verrier, c'est d'emballer. Et de bien emballer, puisque un vase comme ça, il faut qu'il puisse subir une chute d'au moins de 2 mètres de haut. Hein. Attention. Test. Merci. Et voilà. Stéphane part au port, déposer le colis au transporteur. Bientôt midi, il faut se dépêcher. Pour ses déplacements professionnels, il est autorisé à circuler en voiture électrique. Il y a beaucoup de gens, d'enfants à traverser les routes. Il ne faut pas dépasser la limite de vitesse qui est de 13 km/h, je crois. Parfois, c'est extrêmement étroit, comme là. Très rapidement, on devient un as de la conduite dans les couloirs étroits de Bréa. L'aller-retour va prendre une demi-heure. Une contrainte inhérente au travail sur une île. Le surcoût insulaire a été évalué aux alentours de 35%, ce qui n'est pas une mince affaire. On est en compétition avec des entreprises qui n'ont pas ces contraintes-là. Et donc, nous, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir le compenser. C'est tout simplement travailler plus que les autres. Et malheureusement, certainement réduire les marges, je pense. Ce qui contrebalance tout ça, quand même, c'est le cadre de vie. Il y a quand même quelque chose d'apaisé à habiter ici, réellement, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Stéphane arrive au port juste à temps pour le départ de la barge. 2 fois par semaine, elle assure le transport des marchandises en liaison avec le continent. Ouf. Je te passe comme ça? Je dirais comme ça, je vais le mettre dans le magasin, il sera à l'abri. Mission accomplie, on est dans les temps, c'est bon, ce sera à Hong Kong dans 3 jours. Ça passe par transporteur, pas par la poste, et du coup on passe par la barge dans ces cas-là. Voilà, ça fait partie de l'économie de l'île aussi. Avant de repartir aux verreries, Stéphane s'arrête un moment chez des amis au cœur du bourg. Bonjour Colin. Ça va Stéphane? Ma foi. Il y a 3 ans que Colin Gérard et Maël Le Roland ont ouvert cet atelier sur Bréa. Nous, on ne se sent pas du tout en concurrence, et c'est des pièces qui sont complètement différentes. Et nous, on serait vraiment très heureux, effectivement, s'il y avait encore peut-être une verrerie qui s'installait sur Bréa. Ce serait un nouveau Murano. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça serait génial. Maëlle est bréatine depuis plusieurs générations. C'est elle qui a transmis à Colin sa passion du verre.
J'ai grandi sur Bréa et les verreries ont ouvert quand j'avais 10 ans. Et c'est un métier fascinant, donc j'ai passé pas mal de temps là-bas à aller regarder les gens travailler. Et du coup, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et une fois qu'on a commencé, c'est plus possible d'arrêter. Grâce à ce métier, le couple peut vivre sur l'île toute l'année. Depuis Bréa, Colin, avec sa collection Galaxy, a même éveillé l'intérêt du monde entier. On a tourné, Maëlle et moi, une vidéo pour montrer, mais pas trop, le processus de fabrication. Ça a été beaucoup repris et c'est allé jusqu'à un groupe du télescope Hubble. Ça m'a fait plaisir de voir une de nos pièces sur un compte officiel de la NASA. Ça, c'était vraiment très cool. L'atelier est maintenant suivi par 15 000 personnes sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour la petite boutique en ligne. On a exporté dans une trentaine ou une quarantaine de pays, donc c'est plutôt cool de se dire que des Américains maintenant savent où est Bréa dans le monde. Je trouve ça rigolo. Il y a une excitation pour nous d'envoyer une pièce à l'autre bout du monde, c'est génial. Au nord de l'île, un autre passionné connaît les chemins de Bréa par cœur. Didier Rivière partage sa vie entre Nantes et Bréa, où sa famille vient en vacances depuis 4 générations. J'ai besoin d'y venir régulièrement, de m'y ressourcer, d'échapper à tout ce qui est voiture, même si les côtes en vélo sont un petit peu raides, mais on retrouve tout à fait autre chose. Le simple fait de prendre le bateau, de quitter la terre ferme, fait qu'on change de monde. Réellement, on change de monde. Véritable amoureux du patrimoine bréatin, Didier a fini par exercer son métier sur l'île. Il est architecte d'intérieur. Il a rénové ici plus de 40 maisons. Moi, j'ai la chance, depuis un petit peu plus de 12 ans, de travailler sur Bréa. Travailler dessus me fait participer à la sauvegarde du patrimoine architectural et j'essaye au travers de ça de préserver au mieux ce petit bout de caillou que j'adore particulièrement. Et là, à gauche, vous verrez qu'il y a une propriété jalousée de beaucoup. C'est une des rares maisons qui donne directement sur l'eau, qui a des jardins avec des pins absolument magnifiques et un emplacement de rêve. C'est cette situation privilégiée que les vacanciers recherchent depuis le 19e siècle. Les propriétaires ont rivalisé d'imagination pour bâtir la maison la plus originale. Didier a ses préférés. Alors là, il y a un autre bâtiment qui est vraiment curieux, qui est une reproduction d'un petit manoir ou d'un petit château qui vient d'Écosse et que l'on trouve également sur l'illustration de la couverture de Tintin et l'île Noire. Mais elle est tout à fait curieuse dans le paysage et le résultat est assez surprenant. Au cœur du bourg, les maisons sont plus anciennes et plus austères. Elles racontent un autre versant de l'histoire de l'île. Car Bréa était aussi une île de marins, comme en témoigne l'une des plus vieilles maisons du village. Alors devant nous, on voit ce qu'on appelle la maison cornique, la maison des corsaires, d'un armateur corsaire qui date du XVIIe. Il y a peut-être même, dit-on, des parties plus anciennes. Et là, on va donc découvrir la façade de la maison des corsaires. Il n'y a pas de représentation donc ostentatoire au niveau de la façade. Par contre, quand on voit la taille des blocs de granit, c'est du lourd, c'est du solide, c'est massif, mais c'est ce qui fait la beauté justement de cette façade.
Didier aborde maintenant l'un des paysages qu'il préfère, sur le promontoire de la chapelle Saint-Michel. Là, on domine donc tout Bréa, puisque c'est un des points culminants donc, de l'île Sud. Et ça permet surtout de voir donc, l'archipel de Bréa. Donc là, ce qu'on découvre, c'est le moulin à marée. Donc on voit bien la digue qui va jusqu'au moulin, qui a été complètement donc refaite puisqu'il avait perdu son toit. Et c'est vrai que l'ensemble refait réellement dans son état d'origine, avec des couleurs d'eau, on va dire, de pays un petit peu lointains. Il y a un petit côté bleu lagon qui est assez sympathique. C'est superbe. Quelques heures plus tard, l'architecte d'intérieur a rendez-vous aux Verreries. Didier a imaginé 3 suspensions pour une maison bréatine. Des pièces de verre exceptionnelles qui vont être fabriquées sur mesure. Le thème serait d'utiliser donc un tableau qui est dans cette maison, où on retrouve donc un code couleur. Il aurait été donc très sympathique de le retrouver au niveau des 3 globes. Mais là, en fait, la bordure, il faut qu'elle arrive ici, quoi, la bordure de noir. À ce niveau-ci. Oui, c'est ça. Oui, Frédéric Auger, le chef d'atelier, va commencer tout de suite la fabrication du premier globe. Mais ça, les teintes, oui, ça c'est génial. Ça. Ouais, et on a mis 2 autres couleurs. Réussir à respecter le dégradé de couleurs est un défi technique. Donc il y a 4 bleus, quoi. Et là, il va falloir trouver les bons automatismes et puis trouver le bon placement pour les couleurs, de façon à ce qu'elles se retrouvent au bon niveau dans le luminaire. Les verriers vont poser les couleurs une par une, en commençant par le blanc. Ils manipulent du verre incandescent, chauffé à 1200 degrés. Mathieu Le Guyadère va maintenant positionner la bordure noire. Maintenant, il faut le rendre tout lisse, quoi. Bien homogène. À chaque pièce, il faut se remettre en question et tous les jours, on essaie d'exceller dans ce qu'on sait faire. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, on va faire un petit apport, un tout petit fil bleu pour rappeler le haut du tableau. On voit le bleu apparaître quand le verre se refroidit. C'est bien, c'est beau. À chaque étape, la pièce est soufflée. Petit à petit, elle prend forme. Le fait de souffler, ça va créer le creux à l'intérieur et après ça va nous donner un volume. Et plus on avance dans le travail, plus on va la faire grossir en fait. Après le souffle, c'est pas, on souffle pas fort en fait. On souffle pas non plus d'une traite comme ça. C'est un souffle plus sans pression. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être régulier et continu dans le souffle. Le moment fatidique arrive. Toutes les couleurs sont posées. Il faut donner son volume définitif à la pièce. C'est Frédéric qui va la souffler. Non, il y a eu un petit imprévu, ouais. Ça fait comme une sorte de hernie. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait plus de noir d'un côté que de l'autre, donc le noir, ça a soufflé plus d'un côté. Chassé, donc c'est parti en travers, ouais. Pas récupérable. Ah non, là, après, c'est fini. Et il y a une déception, du coup, ça fait partie du métier, ça? Ouais, faut attendre. Ouais, il y a toujours une part de... Ouais, la satisfaction n'est pas complète, donc... Donc il continue à chercher et... Voilà, et améliorer. Non, on a quand même quelques notions. Là, je savais que c'était pas au premier essai qu'on allait obtenir satisfaction, c'est sûr. Mais moi, j'ai déjà vu des pièces qui ont été faites et refaites une dizaine de fois pour avoir un exemplaire.
L'important, c'est d'atteindre son but, mais ça peut prendre un peu de temps. Les verriers vont persévérer et réussir à surmonter ce défi technique. Quelques jours plus tard, Stéphane va présenter les lustres terminés à ses clients. Dans son coffre, le fruit de plusieurs jours de travail. Aujourd'hui, on va enfin poser le lustre. Donc assembler tous les éléments et finalement le découvrir dans son environnement. Le montage est toujours stressant, mais on va bien s'en sortir. Tout est prêt. Dans cette maison typiquement bréatine, les propriétaires vont assister à l'opération. Gentiment pour Didier a déjà commencé le travail. de ce luminaire. Du coup, vous avez découvert la pièce, vous les avez pas vues encore? Non. Pas encore. Surprise. Et il devrait normalement reprendre les couleurs du tableau. Derrière, on va attendre de voir les prodiges qu'a réalisé Stéphane avec son équipe. Je pense que dans toutes les maisons bréatines, il y a, si c'est pas une poignée, c'est une boule d'escalier ou une lampe. Enfin, il y a toujours une pièce des verreries de Bréa parce que c'est l'institution de l'île. Donc c'est important d'être au minimum les dignes représentants de cet artisanat local. Regarde ça. On y va. Ah, magnifique, Stéphane. Très très beau. Superbe. Superbe. Tu vas voir, je prends en main. Et ton noir superbe. Magnifique. Bravo. Étape par étape, je suis de plus en plus rassuré, mais on n'a pas fini. Le temps de percer la fixation de la potence. Hop. Voilà. Après quelques heures d'efforts, le verdict approche. C'est là où on considère que... Ça tient. Et ça s'allume. Et c'est clair, super bien. Vu d'en bas. Ah, maintenant, il faut s'asseoir pour mesurer. Moi, je suis impec. Ah, nickel. C'est vrai que de le voir éclairé comme ça, c'est magique parce que, bah forcément, hein, Le verre appelle la lumière. Ouais. Ah, mais c'est super beau. Pour la réalisation. Stéphane peut savourer son succès et surtout celui de ses verriers. Très beau, bravo. Parce que c'est une technique. Quand on peut s'inscrire dans des maisons bréatines, on est très heureux de faire partie du patrimoine et de l'histoire de Bréa. Parce que ce qu'on va poser à Saipan, à Hong Kong, c'est des choses qu'on va pas forcément avoir le plaisir de voir. Alors que là... Et il peut venir tous les jours. Ouais, je pourrais venir tous les jours. D'ailleurs, j'ai peut-être l'intention de venir tous les jours. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. À l'autre bout de l'île, en remontant vers le nord, le paysage devient de plus en plus sauvage. Laurence et Charles Blasco sont pépiniéristes. Ils vivent sur Bréa depuis plus de 20 ans et en connaissent les bonnes adresses. Nous nous dirigeons là vers le nord de l'île et nous allons voir François qui possède une ferme de légumes biologiques. Leurs légumes, ils les achètent dans ce lieu singulier. Ça va, Laurence? Ouais. Ça va. Vous aussi, après la... François cultive des légumes bio. Tout ce qu'il vend ici est produit sur l'île. Je vais acheter des carottes, ça c'est sûr, pour Nina. C'est le petit marché le plus moderne du monde. Il est ouvert 24 heures sur 24. Donc on peut y faire ses courses de légumes à tout moment du jour ou de la nuit. Grâce à cette petite caisse, dans la nuit on a envie de manger une ratatouille. On peut se faire une ratatouille à 23h30. Il n'y a pas de problème. Et voilà. On fait confiance.
C'est un peu plus facile qu'ailleurs parce que les gens identifient l'île comme étant singulière, comme étant un endroit où le rapport n'est pas tout à fait le même. On est plus attentif aux gens, à comment ils gagnent leur sous, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un respect qui est là. Tout à côté du petit marché, un boulanger bio s'est installé pour la saison. Avec le même principe, lorsqu'il est au four, les clients se servent tout seuls. Si on fait les courses sur le continent, il faut compter partir au minimum une demi-journée. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce genre de produits de qualité et de pouvoir rester sur l'île. Si tous les commerces disparaissent, s'il n'y a plus rien, on ne peut plus vraiment rester. Ou alors il faut vraiment s'organiser pour tout ramener du continent. Mais là, c'est vraiment la contrainte terrible, surtout lorsqu'on travaille beaucoup. De retour dans leur pépinière, Laurence et Charles préparent leurs étals. Ça n'a pas trop soif. Ils cultivent de nombreuses espèces de plantes, avec une prédilection pour les spécimens exotiques. Une fameuse plante huître, plante comestible, qui est originaire du Japon, qui a le goût d'huître et qui est très prisée des cuisiniers. Au départ, il n'y avait pas énormément de plantes sur l'île, voire pas du tout. Et les marins, il y a peut-être 200 ans, ont commencé à ramener les premières plantes, souvent exotiques. Et nous, on continue leur travail. On ramène tous les ans des nouveautés et on essaye de les adapter à notre climat. Et en général, ça se passe plutôt bien. Quand on voit ces plantes issues des Canaries, vous voyez les aéoniums, les plantes succulentes, dans leur milieu naturel à cette époque, elles sont toutes rabougries par la chaleur, alors qu'ici, elles sont toujours exubérantes et en pleine forme, pleine vitalité. Les pépiniéristes cultivent aussi des fleurs en plein champ. Au mois de juin, ils surveillent la floraison de cette espèce, à laquelle ils tiennent particulièrement. Ce sont des agapanthes. C'est la fleur emblème de l'île. Il y en a partout. On travaille dans un lieu idyllique, c'est magique, à tout moment, à toute heure. Là, lorsqu'on voit ce ciel bleu foncé, tout de suite, ça ressort. C'est exceptionnel, quoi. Surtout lorsqu'elles sont en bouton. Ça fait une espèce de tête d'épingle qui est vraiment sympa. Charles et Laurence ont créé sur Bréa une collection nationale d'agapanthes. Ils ont 80 variétés dans ce champ. Quelques-unes sont nées à la pépinière. Ici, il y a une création à nous qui s'appelle Délices de Bréa, avec une petite pointe de rose sur le bout du pétale. Et petit à petit, elle sera amenée à être commercialisée. Mais tout ça prend énormément de temps. J'adore les fleurs. À ma façon de les toucher, je les encourage, je leur donne de la force pour qu'elles poussent. Et puis, des fois, je leur dis, allez mes belles, dévoilez tous vos atouts pour trouver une famille. Les plantes, c'est mes enfants. Ce soir, le couple s'accorde une pause à quelques minutes de chez eux, à la pointe nord de l'île. L'île Nord est complètement différente de l'île Sud parce qu'elle est très peu peuplée. Et donc, du coup, elle laisse libre cours à une végétation de fougères, de ronces et de plantes sauvages. Donc, complètement exubérante. En été, l'île Nord retrouve toute sa tranquillité à partir de 4-5 heures. Les gens commencent à redescendre vers l'île Sud pour reprendre le bateau. C'est là que les nordistes sortent pour faire un petit tour, s'oxygéner un peu, quoi, prendre un petit peu l'air. Laurence et Charles
arrivent au but de la promenade. Le phare du Pan se dresse devant eux. Il est l'emblème de ce paysage typique du nord de la Bretagne. L'île est constituée de granit rose. Il y a des rochers roses partout sur l'île. Avec les différentes intensités du soleil, il est plus ou moins rose. Les murs d'enceinte aussi ont été taillés dans le granit. Donc là, nous arrivons sur la pointe nord de l'île, complètement au nord. Et c'est le phare du Pan. Et on y découvre un paysage absolument fantastique, battu par des vents avec de forts courants. Et ces roches acérées. J'adore ce paysage, j'adore ce calme, j'adore. Lorsqu'on arrive le soir et il n'y a plus personne que la mer et les oiseaux, les roches, le vent, on est seul au monde, il n'y a plus rien qui existe. Des endroits comme ça, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans la routine de Bréa, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. En se posant un peu, en prenant un peu de temps, effectivement, on se dit, oui, c'est quand même le plus bel endroit du monde, quoi. Je vais rabattre un petit peu. Un peu plus tard, Laurence a embarqué sur un bateau. Elle a été invitée par Didier sur son voilier, une réplique d'un ancien sardinier. Colin, le jeune verrier, et Stéphane sont aussi de la partie. Je me mets dans le bon sens. Tu nous emmènes où, Didier? Là. Didier navigue à la voile dans ces eaux depuis qu'il est enfant. Il a appris avec son père. Même si on a l'impression que la mer est dégagée comme ça, en fait, en dessous, il y a beaucoup de cailloux. Et en fonction de la hauteur d'eau, ils apparaissent, ils affleurent, ou ils disparaissent complètement, mais ils sont jamais très loin. Et je dirais que qui n'a jamais tapé un caillou à Bréa n'a jamais navigué autour de Bréa, parce qu'il y en a vraiment partout. Et là, vaut mieux vraiment connaître. C'est le vent qui nous pousse, pas de moteur, rien, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau sur la coque. Le bonheur. Après une petite heure de navigation, le bateau a jeté l'ancre et replié ses voiles. Un petit blanc. C'est inhabituel, malheureusement. Là, j'en profite quand même pour citer mon père, qui dit qu'il est absolument pas normal de travailler au paradis et que ici, c'est un petit paradis. Donc, c'est vrai que j'y travaille plus que je ne peux en profiter. Donc là, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Ouais. D'autant plus qu'on est plutôt bien reçus sur le bateau de Didier. Tout y est. Qui restera gravé dans nos mémoires. Merci. Santé. On prend le package, on prend le tout, là. Le paysage, des amis à bord, les cormorans, les goélands, tout ce petit monde qui vit et niche dans ces îlots, c'est magique. Que demander de plus ?